On de la raconte. Côte B sur Europe 1. Le 24 août 2019, Ayoub El Kerch, 23 ans, passe la soirée avec son grand frère Omar, 33 ans. Les demi-frères écument les bars, ils boivent, ils fument de l'herbe et ils finissent en boîte de nuit. Et au petit matin, ils rentrent à pied. Et les esprits s'échauffent. L'aîné lance au plus jeune. « Allez Ayoub, je suis mort de fatigue, porte-moi sur ton dos. T'es grand, toi, t'es fort. » « Ah non, c'est bon là, tu me saoules. » Et là, l'aîné s'agace et il balance une phrase terrible. « T'es pas mon frère, de toute façon. T'es qu'une merde. On n'a pas le même père, de toute façon. » Le petit frère esquive un coup de poing et il répond par une avalanche de coups de poing et de coups de pied. L'aîné s'effondre sur le bord de la route. Il meurt à l'hôpital. Ayoub El Kerch a tué son frère aîné. Il s'agit d'un meurtre. Laurence François, experte psychologue. Je dois expertiser le présumé meurtrier, mais je n'en sais pas davantage. Alors, donc je me rends à la maison d'arrêt. Je vois arriver un grand jeune homme, mince. Lorsque je le rencontre, il a 23 ans. Il vit dans des conditions évidemment pas très agréables quand on est incarcéré. Je me présente toujours avec beaucoup de simplicité. Et là, je vois un garçon qui a une attitude à la fois méfiante et réservée. Mais qui me regarde bien en face. Il est en attente. Il a besoin de comprendre ce qu'est une expertise psychologique. Code B71, expertise psychologique de Laurence François. Monsieur El Kerch m'accueille avec méfiance et adopte une attitude assez distante en tout début d'entretien. Après avoir écouté avec attention mes explications concernant le déroulement de cette expertise, il se détendra et acceptera les conditions de cette investigation psychologique, allant même jusqu'à m'interroger sur certaines pathologies en nous demandant la définition de la psychopathie. Dès lors qu'il entend les explications concernant les motifs de cette rencontre, là, on sent tout de suite un jeune homme qui se détend et qui va adhérer. Il va répondre à des questions avec simplicité, avec précision et même, je dirais, avec une certaine authenticité, puisqu'il a une réflexion qu'il va souvent utiliser. Il a un petit accent alsacien, léger. Et très souvent, il me dit « Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous comprenez ce que je veux dire ?» Alors, je trouvais intéressant cette manière de s'inquiéter de la compréhension de l'autre, de se soucier aussi du fait qu'il soit bien compris. Et ça signifiait, à mon sens, qu'il avait le souhait d'un échange véritable. Code B29, rapport d'expertise psychiatrique du docteur William Guicher. Ayoub El Kerch est entré en prison pour la première fois à l'âge de 18 ans. Il dit avoir été condamné à 9 reprises en 11 mois pour des vols, des extorsions, des agressions. Il nous dit « J'ai raté ma jeunesse, j'ai beaucoup volé, je faisais la bagarre souvent quand j'étais petit. Il n'y a que quand je me bagarre que je suis confiant. » En août 2019, alors qu'Ayoub El Kerch est incarcéré pour des vols et des bagarres, il bénéficie d'une permission de sortie de 4 jours. Il ne souhaite pas aller ailleurs qu'à Strasbourg dans sa famille. Mais les sœurs d'Ayoub, apprenant qu'il y a des tensions dans le quartier, choisissent d'orienter leur frère vers Omar, qui se trouve à Morteau. Et c'est ainsi que les deux frères se retrouvent pour la permission d'Ayoub à Morteau et ils décident de sortir ensemble. Madame, on est allé dans un bar, on a bu,
Moi, j'avais pas bu depuis 3 ou 4 mois. Puis j'ai fumé du shit. J'étais mort sous. Et alors, en sortant, il y avait personne pour nous ramener. Alors mon frère Romain me dit « Porte-moi sur ton dos ». J'ai refusé, quoi. Alors il s'est énervé, il m'a dit « T'es pas mon frère, t'es qu'une merde, et puis de toute façon, on n'a pas le même père ». Et ils échangent quelques coups de poing. Et voilà, il m'a mis une droite, ils se bagarrent un petit peu, et là, Ayoub me dit « Je me rappelle de mes chaussures Versace à pointe en fer, et j'ai écrasé sa tête avec mes pieds. J'ai tapé, et j'ai tellement tapé que j'avais les talons des pieds bleus. » À l'issue de cette nuit de pure folie, Pierre-Vincent Conneau, avocat d'Ayoub El-Kerch. finalement, le soleil allait accoucher d'une tragédie parce que pendant que eux terminaient leur soirée sur le bord de la route, beaucoup de passants et même d'habitants allaient au travail ce matin-là. Et donc, on a une multitude de témoignages de personnes qui les ont vus marcher, qui les ont vus bien s'entendre. Et on a après quelques témoins qui nous disent on les a vus front contre front, alors que quelques instants, ils étaient comme des frères amis côte à côte, on les retrouve front contre front comme des frères ennemis. Et c'est à ce moment-là, quand les gens les voient en train de se battre, qu'ils s'arrêtent en voiture et qu'ils essayent d'intervenir. À l'arrivée des gendarmes, le frère d'Ayoub El-Kerch est inerte sur le sol et Ayoub El-Kerch, lui, attend. Il avait récupéré dans la voiture d'un passant qui s'était arrêté pour tenter de l'aider une boîte de jus d'orange. Et il avait essayé de le donner à son frère qui n'en avait pas pris. Et donc du coup, il attendait comme ça, assis, bêtement, que quelqu'un intervienne, alors que son frère était inconscient. Il explique les faits calmement et systématiquement, une fois qu'il a fini de vous expliquer ce qui s'est passé, il fond en larmes. C'est un petit peu comme si, à chaque fois qu'il racontait cette histoire, il la revivait. Et à chaque fois qu'il termine de la raconter, il ressent une même douleur, mais qui se voit. C'est une douleur qui se voit, qui s'entend, il se met à pleurer. Et ça dure quelques instants. Ensuite, il se ressaisit et il dit à très nombreuses reprises « Je n'ai pas fait mon deuil ». Code B34. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur William Guicher. En garde à vue, Ayoub El-Kerch dit ne pas avoir cru que son frère était mort. Il dit avoir fait une sorte de malaise et serait tombé par terre. Et il me dit, vous vous rendez compte, dame, il est mort. Il était bouleversé lorsqu'il parle des faits. Il est encore bouleversé par la mort de son frère lorsque je le rencontre, 1 an plus tard. Et il dit, bien sûr, j'étais en colère parce qu'il m'avait mal parlé, il m'avait encore donné des ordres, il m'avait insulté, mais je voulais surtout pas le tuer. Il a expliqué que pendant les semaines qui ont suivi le décès d'Omar, il a tellement pleuré qu'il avait l'impression à un certain moment qu'il allait étouffer, tellement il pleurait. D'ailleurs, il se scarifiait depuis, comme pour s'auto-punir quelque part de ce qu'il avait pu faire. Il avait de vrais remords par rapport à ce qu'il avait pu faire et surtout cette impression de ne pas avoir senti sa force. Code B36. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur William Guicher. Ayoub El-Kerch se sent oppressé à la prison de Dijon, loin de sa famille. Il fait beaucoup de cauchemars et se réveille angoissé. Il se perçoit comme quelqu'un de très calme. Mais il nous dit « Il faut pas venir me chercher. J'ai fait longtemps de la boxe, je fais sans faire exprès. C'est mécanique. Après, je regrette. » Interrogé sur ce qui pourrait être son modèle, il nous répond « Mon frère. » Ce jeune homme ruminait sans cesse cette scène dramatique. Il ne remettait pas du tout en question cette incarcération. Simplement, je crois qu'il était
davantage envahi par la douleur que par la réalité de la situation et des conséquences évidemment qui allaient en découler. En tout cas, moi, il ne m'a pas du tout parlé de sa peine éventuelle, par exemple, etc. Parce que sa peine, il la vivait déjà. Et il disait, vous voyez, maintenant, on me voit comme un meurtrier. Il ne l'avait tellement pas voulu l'être, et ça, c'était quelque chose de terrible pour lui. Il a eu une vie extrêmement difficile et qui l'a fragilisé, ça c'est certain. Ayoub El-Kirch est né à Strasbourg en 1996 dans une famille d'immigrés marocains. Il décrit une enfance faite de bons et de mauvais souvenirs. Sa mère, Zoubida, était douce. Elle prenait soin de lui. Mais son père, Ahmed, était un tyran. Code B70, expertise psychologique de Laurence François. Ayoub El-Kirch considère son père comme un homme très bizarre, spécial et très nerveux. Il dit « Mon père était sévère, il pouvait taper, il était violent dans ses paroles, il avait des insultes tous les jours, il m'angoissait quand j'étais petit, il me disait « T'es un fils de pute, ta mère est une pute, et si tu portes une sacoche, c'est que t'es un pédé. » Il a été un enfant qui n'était pas désiré. Laurence François, experte psychologue. Et il en veut pour argument qu'il y a peu de photos chez ses parents, qu'il y a peu de photos de lui. Il décrit un père distant, qui était beaucoup absent, qui avait travaillé au Maroc à la fois dans la marine et comme magasinier, et qui arrivait en France, dit-il, fabriquait des gris-gris. Sa maman faisait de la voyance. Voilà, il y avait quelque chose entre la magie ou enfin des sciences un peu qu'il ne comprenait pas tout à fait et qui le mettait mal à l'aise. Donc ce papa était peu présent, très méprisant. Il dit que son papa l'insultait énormément, ne s'occupait pas de lui. Mon père, il disait toujours jamais de câlin. Puis, on n'allait jamais à la piscine. Mes copains, ils y allaient. Hein. Nous, on se promenait jamais. Ils m'emmenaient jamais chez des amis. Et il voulait pas remplir le frigo. Il était jaloux quand maman, elle m'achetait des chaussures. Il a vraiment un sentiment à la fois de rejet de la part de cette figure paternelle, mais également de mépris. Et ça, c'est quelque chose de très douloureux. À l'inverse, il décrit une maman extrêmement douce, extrêmement protectrice, bienveillante, et finalement, il y a une espèce de, de rapprochement. On était tous les deux maltraités par mon père. Voilà. Puisqu'il disait que son père insultait copieusement sa mère. Donc ça, c'était quelque chose de très difficile. Et il pense que sa mère a été très malheureuse en couple. D'ailleurs, ses parents divorcent lorsqu'il a 14 ans et il se remarie 1 an plus tard. Et il dira, moi, j'étais pas d'accord pour qu'il se remarie et je ne suis pas allé au mariage. Il n'acceptera pas cette reprise de vie de couple. Il était persuadé que sa maman s'était mariée initialement pour les papiers. Il grandit dans des conditions difficiles pour plusieurs raisons. D'abord, il a des problèmes de santé, cet enfant. Il a des troubles du comportement. Il change plusieurs fois d'école. Ça, c'est compliqué. Dans son quartier, on lui dira qu'il n'est pas normal. On lui fera des réflexions. Et il dira d'ailleurs, ça met la haine qu'on parle comme ça de moi et qu'on dise que j'étais quelqu'un de bizarre. Code B32. Expertise psychiatrique du docteur William Guicher. À l'âge de 7 ou 8 ans, Ayoub El-Kirch est en voyage au Maroc avec sa famille. Devant une maison, il voit une jeune fille, puis un homme serait arrivé. Il raconte que cet homme aurait essayé de le pénétrer, mais n'aurait pas réussi. Ayoub El-Kirch dit que cet homme l'a fait oralement. Lorsqu'il rentre chez lui, sa mère lui dit « On t'a fait quelque chose ?»
Et ça, c'est quelque chose aussi qui convoquera en lui à la fois un sentiment de colère intense, mais aussi, et il le dit, de la peine. Parce que je pense que ça réactive une position passive de subir qu'il a déjà connue avec son papa. Et ça, c'est très difficile pour lui. Et donc, il y a une forme d'isolement qui va se mettre en place. Dans ses amitiés aussi. Il dit qu'il n'a pas d'amis, sauf en devenant adulte, lorsqu'il ira en maison d'arrêt et rencontrera des hommes qui ont finalement l'âge de son père et avec lesquels il ira des amitiés. Et il dira, moi je préfère les gens plus vieux parce que comme ça, il n'y a pas de concurrence. Comme si, en ayant été un enfant parmi d'autres dans sa famille, alors qu'il était, je le rappelle, le cadet, il ne s'est pas senti suffisamment individualisé. Et là, avec des plus âgés, finalement, il y avait une forme de reconnaissance, sans doute identitaire, qui le rassurait. En tout cas, sûrement narcissiquement, il était rassuré. Avant Ayoub, Zoubida El-Kerch a eu un fils, Omar, d'une précédente relation. Ayoub El-Kerch admirait son demi-frère de 10 ans son aîné. Quand il parle de son frère, il décrit la personne qui était la plus extraordinaire. Pierre-Vincent Conneau, avocat d'Ayoub El-Kerch. Il dit également qu'il avait des défauts, mais pour Ayoub, ces défauts-là ne comptent pas du tout. C'est, et je pense que ça sera toujours, le modèle qui s'était fixé, son grand frère, qui avait de nombreuses années de plus que lui et qui était le modèle de ce qu'il aurait aimé être s'il n'avait pas été détenu. Ayoub vivait avec son père et sa mère, ainsi qu'une de ses jeunes sœurs. Son grand frère, lui, très tôt, a quitté le domicile familial et avait pris son indépendance et avait son propre logement. Il ne revenait que de façon extrêmement rare, et ça n'était pas pour longtemps, mais son frère vivait indépendamment de la famille. La relation qu'Ayoub avait avec son frère était une relation basée sur le respect, une relation qui lui avait été inculquée également par son père, et peu importe les mots que pouvait avoir un aîné ou son père sur Ayoub, il était conditionné à ne pas devoir avoir de réaction, ou en tout cas ne pas réagir et se laisser faire, c'est-à-dire subir. Son grand frère en profitait et avait tendance à abuser du fait qu'Ayoub ne dise rien, y compris lorsqu'il était rabaissé, mais parfois même plus bas que terre, verbalement, il était capable de lui dire des choses qui sont extrêmement brutales et qu'on ne peut pas oublier. Et ça d'ailleurs, Ayoub rappelle très souvent qu'il le rabaissait, que c'était quelque chose qui lui faisait énormément de peine, mais c'était des mots auxquels il ne devait pas réagir parce qu'il venait du grand frère. Code B70. Expertise psychologique de Laurence François. Ayoub El-Kerch explique que son demi-frère Omar avait été placé en foyer par sa mère pour le protéger de son beau-père qui n'aimait pas Omar. Il nous dit « Mon père tapait tout le temps Omar, mon demi-frère avait du coup une haine contre ma mère, il fumait, buvait beaucoup et il prenait de la coke. » Il explique que finalement, Omar m'a fait entrer dans une doctrine. Alors, quand il dit dans une doctrine, il veut parler d'un engrenage qui est celui de la drogue. Et il dit, la première fois qu'il m'a montré du shit, j'avais 6 ans, j'ai cru que c'était une tablette de chocolat. Et ensuite, il dit qu'Omar est devenu irritable. Il était sans doute trafiquant, revendeur, enfin, et il gagnait de l'argent, et il dit que ça l'a rendu fou. Il est devenu malpoli. Il insultait Dieu. Et là, pour la première fois, Ayoub me parle du fait qu'il est de confession musulmane. Il dit, moi, je suis croyant et je veux pas qu'on insulte Dieu. Et pour terminer, il me dira, Omar, il me parlait mal, il m'insultait et même il me menaçait. Comme qui? Comme son père. Autrement dit, il adoptait une position paternelle qui pouvait convoquer chez Ayoub une colère,
j'ai déjà eu assez de ce papa qui n'était pas gentil, tu vas pas toi aussi être comme mon papa qui n'était pas gentil. Ayoub El-Kerch répète à la juge d'instruction qu'il n'a jamais voulu tuer son frère. Il avait passé des heures incroyablement géniales avec son frère, qu'il trouvait encore plus fabuleux que d'habitude. Pierre-Vincent Conneau, avocat d'Ayoub El-Kerch. Et en un claquement de doigts, son frère était en train de le dénigrer, de le considérer comme étant plus bas que terre. Et le fait que son frère vienne même contester ce lien fraternel qui était très cher pour Ayoub a été extrêmement douloureux à entendre. C'est quelque chose qu'il avait déjà entendu, mais qu'il ne pouvait plus entendre. Surtout après une soirée aussi belle que celle qu'il avait vécue avec son frère. Les mots qu'il venait de prononcer venaient d'un coup d'un seul anéantir tout le week-end qui s'était passé avec son frère. Il venait, en l'espace d'une phrase, de détruire tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Les mots qu'il recevait, qui étaient pour lui de véritables coups dans le cœur, additionnés aux coups qu'il venait de recevoir, ont rendu Ayoub incapable de pouvoir se contrôler, parce que là, il était en train de se sentir complètement disparaître. Et à partir de là, la digue a cédé dans l'esprit d'Ayoub. Et quand il s'est pris le premier coup de poing de la part de son frère, il n'a pas su contenir sa rage, parce que la violence de la part de quelqu'un qu'il aimait, et qu'il aime comme un père, eh bien, lui a rappelé précisément la violence qu'il avait subie petit. Et c'est ce mécanisme-là qui s'est mis en place dans son esprit, à savoir, je ne peux pas me laisser battre encore une fois, il en va de ma survie. Et c'est comme ça qu'il a répondu par les coups. Et quand Ayoub tape, il tape fort. Code B38. Expertise psychiatrique du docteur William Guicher. Il faut se montrer vigilant d'un point de vue clinique sur l'évolution de la personnalité d'Ayoub El-Kerch. En effet, des troubles du contact, une impulsivité, l'irritabilité très présente et la labilité émotionnelle importante sont des éléments de risque vers une transition psychotique ou bipolaire. Il a un versant psychopathique. Laurence François, experte psychologue. Et d'ailleurs, ça faisait partie de ses premières questions. Quand il s'est détendu et qu'il s'est rendu compte que, ma foi, je lui proposais de travailler et de travailler sur son histoire et sur ce qui lui était arrivé, plutôt pour mieux le comprendre. À partir de là, il m'a dit très rapidement, mais dites, vous pouvez m'expliquer ce que c'est un psychopathe ? Il avait certaines caractéristiques de communes avec ceux que l'on peut nommer psychopathes, à savoir l'irritabilité, des accès de colère ou même un esprit très labile. Et la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que ces indices ? Est-ce qu'on est sur des indices qui sont des prémices d'une personnalité psychopathique qui va éclore, ou est-ce que, au contraire, ces indices-là sont des fragments d'une personnalité psychopathique qui est en train de se guérir ? Parce que l'expert psychologue a relevé chez lui des grandes facultés d'empathie. Je vous parle d'empathie, je vous parle pas de l'empathie de tout à chacun. Il avait une véritable faculté d'empathie qu'on ne relève pas chez tous. Et ces éléments-là, allaient en contradiction avec une personnalité psychopathique, ce qui a conduit les experts à parler de traits de personnalité, d'indices de personnalité, mais on en est seulement à un stade de pourcentage. Il n'est pas validé comme étant psychopathe. Elle était à développer, cette altérité, mais il ne manque pas d'empathie. Il a de vraies ressources psychiques, mais qui n'ont pas été exploitées. Et s'il fait des bonnes rencontres, et notamment s'il peut bénéficier d'une bonne prise en charge avec un psychologue, je suis sûre que c'est un jeune homme qui peut évoluer favorablement. J'en suis certaine. Seulement, il faut qu'il rencontre la bonne personne. S'il sent qu'il est considéré, qu'il est reconnu et qu'il n'est pas jugé pour ce qu'il a pu faire, mais justement, s'il est regardé pour ce qu'il peut être, là, ça va matcher, c'est certain. C'est certain. Code B38. Expertise psychiatrique du docteur William Guicher. Ayoub El-Kerch dit avoir une relation fusionnelle avec sa mère Zoubida.
Il dit avoir été collé à elle et qu'elle est tout pour lui. Il indique, malgré mes bêtises, ma mère me pardonnera même si je lui ai enlevé un fils. La mère d'Ayoub El-Kerch, elle a très rapidement compris ce qui s'était passé parce que les deux principaux intéressés de cette histoire étaient ces deux garçons et elle les connaissait parfaitement. Elle connaissait les rivalités même sous-jacentes qui pouvaient les opposer. Elle connaissait également la jalousie qui habitait chacun des deux à différents niveaux. Et quand elle a appris ce qui s'était passé et qu'elle a parlé à Ayoub qui lui a expliqué, il n'a pas eu besoin de lui en dire beaucoup pour qu'elle comprenne. Elle a tout de suite su. Et par contre, ce que tous ont toujours su et ce qu'Ayoub n'a eu de cesse de répéter depuis son placement en garde à vue, c'est qu'il ne s'agit là que d'une bagarre qui a mal tourné et qui a terriblement mal tourné. Pendant toute l'instruction, Ayoub El-Kerch répète à la juge qu'il n'a pas supporté d'être rabaissé par son aîné. 3 ans après avoir tué son frère, Ayoub El-Kerch est jugé pour meurtre devant la cour d'assises du Doubs. Sa mère a fait le choix de ne pas se porter partie civile. Elle n'a pas voulu choisir entre ses 2 fils. Madame El-Kerch avait dit que se constituer partie civile ne ferait pas revenir son fils. Pierre-Vincent Conneau, avocat d'Ayoub El-Kerch. Et que la place la plus utile qu'elle pouvait avoir dans ce procès, eh bien, c'était du côté du fils qui lui restait. La mère d'Ayoub El-Kerch a été, tout le long de l'instruction et même durant tout le procès, d'une extrême dignité. Elle patientait en dehors de la salle ou dans la salle une fois qu'elle avait été entendue en tant que témoin, parce qu'en tant que partie civile, elle aurait pu assister à tout le procès, mais en tant que simple témoin, elle ne pouvait être entendue qu'à partir du moment où elle avait témoigné. Et ça a été un moment extrêmement compliqué pour cette femme qui vivait le procès le plus difficile qui soit, parce qu'elle vivait un double procès. Elle vivait une partie de ce procès en tant que victime parce qu'elle avait perdu un fils, et également du côté de l'auteur parce qu'elle avait peur de perdre un autre fils. Ce procès était déchirant pour Madame El-Kerch. Elle a subi ce procès d'un côté avec la peine de son fils décédé et d'un côté avec la peur de la peine de son fils accusé. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi digne, et l'attitude qu'elle a eue durant ce procès et le témoignage qui a été tellement poignant quand elle a pris la parole et qu'elle s'est exprimée, ça a été un témoignage très beau, et l'attitude qu'elle a eue par rapport à son fils décédé et par rapport à son fils accusé a été, je trouve, la plus noble qui soit. Madame El-Kerch, vous vous présentez à la barre en tant que témoin. Je ne vous ferai pas prêter serment car vous êtes la mère de l'accusé et la mère de la victime. Avez-vous un premier mot à nous dire en préambule de votre déposition? Monsieur le Président, j'ai déjà perdu un petit. Je vais garder le petit qui me reste. Je suis pas juge. Je suis pas avocat. Je pleure juste mon aîné qui est parti. Et mon second qui est derrière les barreaux. C'est la souffrance d'une mère que je viens vous déclarer ici, dans cette salle. Je veux juste vous redire que je souhaite simplement être là et être présente pour mon fils. Il a besoin de moi. Elle dit, juste après avoir témoigné durant le procès, que c'était son instinct. Et j'ai vraiment senti un esprit maternel qui était préserver ce que j'ai. Et s'il y en a un qui est parti, je peux plus rien faire. Je peux simplement garder celui qui est encore là. Ayoub s'était beaucoup préparé à cette audience parce qu'il la redoutait. Il avait peur de cette audience et il comptait les jours non pas dans l'attente de connaître la peine, mais surtout dans l'attente de connaître cette confrontation à ces souvenirs-là. Il avait énormément travaillé avec sa psychologue au sein de la maison d'arrêt de Strasbourg, qui l'avait énormément aidé à se préparer. Et la posture qu'il adopte est une posture extrêmement distante par rapport à ça. Il essaye de répondre le moins possible sur sa douleur, parce que dès qu'il en parle, il se met à pleurer, et ça, c'est systématique. Il a pleuré énormément durant ce procès. Faites entrer l'accusé.
Ayoub El-Kerch vit avec la culpabilité d'avoir tué son frère. On n'est pas face à quelqu'un qui va finalement ranger ça dans un coin de son esprit. Ça l'habite du soir au matin, encore aujourd'hui. Depuis qu'il a commis ces faits-là, il y pense tous les jours. Il s'est énormément et malheureusement scarifié pour se punir de ce qu'il avait fait. Et il tenait systématiquement, quand il parlait de son frère, à dire la vérité par rapport aux rapports qu'ils avaient et les rapports parfois conflictuels qu'ils pouvaient avoir ensemble, mais systématiquement à dire que son frère était quelqu'un de bien. Il y tenait. Code B81. Expertise psychologique de Laurence François. Ayoub El-Kerch doit absolument bénéficier d'un suivi psychologique régulier et durable pendant au moins 3 ans, doublé d'un suivi psychiatrique. Nous avons pu observer son aptitude à élaborer, à réfléchir et une dimension empathique qui reste à développer. C'est la seule condition pour s'engager dans la vie active à sa sortie de prison. S'il ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé, il peut faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Quand il est arrivé en détention, dans le cadre de cette détention provisoire, il a été confronté à la violence du monde carcéral qu'il connaît très bien. Et il a subi des violences de la part de détenus, violences auxquelles il a répondu, ce qui lui a valu d'être à nouveau placé à l'isolement. Quelques mois avant le procès, il a subi de nouvelles violences auxquelles il n'a pas répondu. Il s'est laissé faire, non pas par lâcheté ou par peur, mais simplement parce que il s'était dit que c'en était fini avec cette violence. Il ne voulait plus répondre à la violence par la violence. Et aujourd'hui, il a fait le choix de quitter la violence pour répondre par les mots. Et ça, c'est un élément que j'ai soumis à la cour d'assises en leur disant on peut se poser la question de savoir s'il est grillé ou s'il est guéri. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, mais qu'il est sur la voie de la guérison. Ayoub El-Kerch est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son demi-frère Omar. Il ne fait pas appel du jugement. J'ai trouvé que c'était un jeune homme très touchant. Laurence François, experte psychologue. Et surtout, je reste toujours, parce que mon métier, quand même, avant tout, c'est d'être psychologue et psychothérapeute. Donc, je cherche toujours à mesurer le potentiel de travail. Et je pense que c'est un jeune homme qui, vraiment, était capable d'évoluer favorablement. Même si, bien sûr, il a une angoisse d'abandon qui est majeure. Il avait donc un recours à l'agir privilégié, des conduites antisociales, mais tout cela procédait finalement de certaines carences affectives et d'une vraie difficulté à s'être construit identitairement. D'ailleurs, il disait de sa maman, ma mère, elle essayait toujours de construire. Alors que vous voyez, contrairement à sa maman, il avait l'impression que son père essayait toujours de détruire. Son papa, qui avait été pourtant extrêmement désagréable avec lui, était devenu gentil depuis qu'il était incarcéré. Oui, c'est curieux. Il m'a dit, depuis que je suis à la prison, il est gentil. Je pense qu'il a aussi grandi et pris en maturité. Il arrive aujourd'hui, parce que c'est un adulte, parce qu'il a un raisonnement, bien qu'il soit toujours immature, mais d'adulte, à avoir un dialogue avec son père, ce qui, je pense, n'était pas possible durant toute son enfance et son adolescence. Il a dit, il s'en est souvent voulu de se faire gronder par son père en se demandant pourquoi est-ce qu'il se faisait gronder, qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Et aujourd'hui, il a compris qu'il n'avait rien fait de mal, mais aujourd'hui, c'est lui qui pardonne à son père. C'était On de la Traque contre Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête Vincent Deby. Réalisation Guillaume Vassaux. Retrouvez On de la Traque Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.